C'est pas une question. Félicité particulièrement par les premiers. Le sujet est très, très intéressant et un sujet difficile. Donc, je vais poser une question ou faire une réflexion à propos de deux points qui ne m'ont pas semblé traités en fait dans le programme ou dans les interventions des uns et des autres. Le premier est relatif à la sobriété. Il y avait justement fait une allusion. La sobriété du soin. C'est-à-dire vous avez appelé ça le juste soin. C'est-à-dire cette sobriété qui consiste à dire faut-il oui ou non hospitaliser le patient, faut-il oui ou non réaliser tel ou tel examen biologique et radiologique source de pollution, dépenses énergétiques, et faut-il oui ou non lui donner tel ou tel médicament source de dépenses énergétiques et de pollution comme on l'a vu. Et de ce point de vue-là, l'évolution hospitalière ne va pas du tout dans le sens de la sobriété, puisqu'il y a une pression considérable pour un turnover des patients sur des effets suracapacitaires de plus en plus restreints. Et je trouve que les soignants en général, qu'ils soient en particulier infirmiers ou médecins, n'ont pas suffisamment de temps dans la réflexion pour réfléchir à la consommation de santé qu'ils occasionnent, qu'ils favorisent. Et le deuxième point qui n'a pas été non plus abordé, qui à mon avis a aussi partillé, c'est le temps passé sur les écrans qui réduit le temps nécessaire pour le jus de cerveau et qui déshumanise par ailleurs l'hôpital et qui est une source considérable par ailleurs de consommation énergétique et de réchauffement climatique. Et de ce point de vue-là, l'informatisation telle qu'elle est distribuée de manière très systématique avec la numérisation ad vitam aeternam de données futiles, la disparition du lien et de l'intelligence relationnelle que l'on peut avoir entre collègues ou avec les patients est un gros facteur de dépréciation de la qualité du soin et de dérive en termes écologiques, je trouve. Donc là, il y a, à mon avis, ces deux éléments-là, le poids de l'informatique dans le fonctionnement quotidien dans les hôpitaux et, je le disais tout à l'heure, le juste soin, c'est-à-dire la réflexion sur la consommation des produits de santé, en termes d'examen complémentaires comme de médicaments, est un élément qui, à mon avis, manquait au débat et que vous pourriez peut-être reprendre à votre manière, les uns ou les autres. Je me permets de commencer. Alors, sur le côté numérisation, honnêtement, je ne saurais pas vraiment répondre parce que je sais que ce n'est pas une énorme part finalement dans toute la balance du Tourès dont on a présenté tout à l'heure. Et puis de revenir en arrière, de limiter la numérisation, ça peut être très compliqué et aussi générer un temps beaucoup de papier, ce qui est un peu qu'on peut se contrebalancer. Donc ça, j'aurais du mal à répondre sur cette partie-là. Après, sur les questions sobriété, juste soin, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas du tout la lancée qu'on a dans l'ultra-consommation, mais comme dans la vie quotidienne, on voit effectivement au quotidien, on ne se rend pas compte en fait de ce qu'on utilise, voilà, on pose un cathé, bah mince, c'est un truc des cerises, on ouvre un autre cathé, c'est pas un souci, parce qu'on n'a aucune notion du poids, que ce soit écologique, économique, enfin vraiment, et donc je pense que la base pour travailler sur le juste soin, c'est la formation et la sensibilisation des soignants. C'est à partir du moment où on fait un constat à tout le monde, que les gens se rendent compte de ce qu'ils font au quotidien, et justement que c'est par eux que va pouvoir passer les changements et notamment le juste soin, ça part de la sensibilisation. Donc je pense qu'avant de mettre en place plein de choses dans les services, la première chose c'est vraiment de rendre conscience à tous les soignants de cette situation et ensuite de dire voilà, on va travailler sur le juste soin selon différentes choses. Donc, par exemple, ça peut être effectivement de travailler sur l'usage unique, de travailler sur les bilans biologiques. Dans mon service, on s'est dit qu'on allait faire ça, on va faire une charte pour que les internes arrêtent de prescrire un bilan standard tous les jours. Mais c'est, encore une fois, la base, c'est vraiment la sensibilisation, l'information et se rendre compte de ce qu'on fait maintenant, dans quoi on est rentré et qui est complètement... voilà. Pour moi, ça commence ça et après, effectivement, il y a énormément de choses à faire, mais ça passe par ça. Pour compléter, on est forcément limite avec une après-midi, mais sur la réflexion du shift, il y a justement ils ont beaucoup d'acronymes, il y a cette fameuse PPJS, prévention, promotion et du juste soin. Et en tout cas, ça fait partie des éléments de réflexion. Et finalement, en fait, quand on ouvre ce tiroir juste soin, finalement, on découvre des choses qui sont finalement de bon sens et qu'on faisait peut-être déjà avant, mais surtout d'autres rationnels. Après, il y a des... tout à l'heure, on parlait des intentions. Peut-être que les intentions des uns et des autres ne vont pas... Enfin, peut-être certaines actions sont faites, mais finalement, peu importe l'intention. Par exemple, on parle de l'informatisation. L'informatisation, je n'ai pas de données à en quantifier pour savoir est-ce qu'au final c'est moins bien qu'avant ou après.
à une échelle microscopique. J'ai l'expérience, on parlait la semaine dernière au GEC des radios que l'on faisait. Il y a quelques années, on faisait des bons de radio papier, on en faisait beaucoup, et on faisait beaucoup de radio. Puis à un moment donné, on est passé par l'informatique. Je ne sais pas si c'était le facteur, mais moi je sais que faire 14 clics pour avoir une radio pulmonaire au bout d'un moment, ça faisait vraiment davantage réfléchir à ce que je faisais vraiment une radio pulmonaire. Et donc au final, je pense vraiment qu'on a diminué notre nombre de radios pulmonaires au lit. Est-ce que l'intention de la personne qui a fait ça, c'était à dessein? Je vous parlais de l'effet Neuve tout à l'heure, le directeur d'entreprise. Est-ce que c'est son intention ou pas? Je ne sais pas, mais ce qui compte, c'est la conséquence. Et que parfois, en fait, on peut bénéficier d'alignement dans ce domaine-là. C'est un petit peu comme le fait qu'on ait une énergie qui est décarbonée. Le nucléaire, c'est des choix très anciens qui ont été faits. À une époque, on ne se posait pas cette question du CO2, et finalement, ça peut quand même concorder parfois. C'est pas parce que les intentions ne sont pas là à certains niveaux qu'on ne peut pas quand même aller dans une bonne direction. Enfin, j'ai envie de voir ça comme ça. Oui, je vous passe le micro. Oui, madame, moi je voudrais réagir à vos propos immédiats. Vous avez tout à fait eu raison de répondre qu'il ne s'agit pas de limiter la numérisation. Moi, je vais vous en donner un exemple typique et topique, à savoir l'intelligence artificielle. Heureusement qu'on ne limite pas la numérisation. Il y a un livre qui vient de sortir assez extraordinaire, c'est un psychiatre. Son prénom, me semble-t-il, le souvenir, c'est Richard Gaillard, qui est, je pense, à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris. Et il intitule son livre « L'homme augmenté ». C'est un livre, ça doit être un livre de chevet pour nous tous. Merci. Bonjour, Kevin Arto, je suis interne en médecine d'urgence. J'ai été choqué sur les 104 paires de gants par jour en réanimation pour un patient. Question très simple, est-ce qu'il y a des projets ou autres de valorisation de ce genre de consommables entre les compresses qu'on pourrait revaloriser, les gants ou autres, parce que justement ça peut très bien rattraper ou pas du tout. Pareil, je peux commencer pour répondre à cette question. En fait, j'ai présenté ce papier parce qu'encore une fois, je trouve que de faire des constats au début de quoi on parle, c'est hyper important. Et voilà, on a tous été impressionnés quand on a vu ça en disant « Oh là là, en fait, on consomme autant de gants ». En fait, quand on fait attention un petit peu avec du recul, notamment en service de réanimation, en fait, les gants, mais tout le monde en met pour tout et n'importe quoi. Donc, une des premières choses, nous là, du coup, le groupe Réagir de la SRLF, on est très jeune, il y a un an quand on a créé le groupe de travail, et ben, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on va publier des fiches de bonne pratique. Et est sorti il y a très peu de temps, il y a 15 jours, la première fiche qui est justement sur la bonne utilisation des gants non stériles. Parce que quand on pose la question dans le service comment sont utilisés les gants, et ben, tout le monde avoue « Ah oui, bah, c'est vrai que quand je vais faire un effleurage, quand je vais faire le nursing, j'utilise des gants, même si je sais que c'est pas recommandé. Ah oui, là vraiment c'est très ça, donc j'ai 2 paires de gants. » Enfin voilà, en fait, quand on interroge, les gens savent qu'ils font n'importe quoi, mais ils disent « Ouais, mais quand même, il faut se mettre des gants. » Donc là, on a dit « Ok, bah, en fait, on va rédiger une fiche où on rappelle pourquoi il faut mettre des gants, dans quelle situation il faut mettre des gants, et surtout dans quelle situation il ne faut pas mettre des gants. Et dans cette fiche, on précise également le poids carbone du gant pour rappeler, en fait, voilà, si on fait juste un peu attention et qu'on applique les bonnes pratiques, ça va se réduire. Pour les compresses, deuxième exemple, nous, dans la réanimation où je travaille, on n'utilise que des compresses stériles, qui sont la plupart du temps par paquet de 5. Donc comme disait ma collègue tout à l'heure du bloc, on ouvre un paquet, on dit compresse, on jette le reste. Et en fait là on va remettre en place ces compresses non stériles, puisqu'il y a plein de soins en fait, au quotidien qui n'ont pas besoin de stérilité. Et du coup comme les compresses stériles sont par unité, ça va permettre de réduire le nombre de compresses qu'on va utiliser. Donc là il y a quand même des petites actions quand on parle des dispositifs qui sont plus souvent utilisés. Donc faites un peu ce qu'on fait dans votre service, regardez, demandez à votre logisticien c'est quoi j'utilise le plus. Et comment je vais pouvoir le réduire avec des choses des fois très simples pour pouvoir réduire ça. Je vais juste faire plutôt un commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous que pour aborder ce problème climatique dans les hôpitaux, il faut que les gens soient informés et formés. Si on n'y passe pas, ça ne marchera jamais. La
preuve, quand on prend des recommandations des sociétés savantes, qui sont, tout le monde en parle, et quand vous faites, on va dire, vous interrogez les gens sur l'applicabilité de ces process, on est parfois surpris de réponses qui sont données. Ça veut dire qu'il faut amener les gens, convaincre les gens qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire. Sinon, on pourrait mettre une charte, mais je ne suis pas sûr que ça va beaucoup marcher. La deuxième chose, pour un peu lire comme dit Arnaud, c'est avec l'informatique. Alors, là, je vais rebondir sur monsieur qui me parlait dernière, je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a effectivement le psychiatre dont vous parlez qui bosse à la Kitty à Paris, a fait un bouquin qui est effectivement très intéressant. Mais la conclusion que je veux dire, c'est que c'est comme dire tout outil, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire. Effectivement, c'est l'intelligence artificielle, on sait que c'est beaucoup autour, mais qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce que j'en pense, et qu'est-ce que j'ai dans ma tête par rapport à ça. Et je crois qu'à mon avis, ce que vous donnez comme, on va dire, idée pour le bon fonctionnement de cette affaire-là vous permettra d'utiliser de façon agréable. Alors, moi, on vient de parler effectivement de quelque chose que nous avons fait à l'époque dans le service, et sur la prescription des radiographies pulmonaires reliées en animation. C'est vrai que la fiche, avant on remplissait du papier, puis c'était pas bien écrit, on recommençait, etc. Donc on n'a pas évalué si on a, par rapport à la fiche informatique, est-ce qu'on a fait bien ou pas bien, mais toujours est-il qu'après avoir réfléchi un petit peu dessus, mais, enfin, ça on a regardé, et on a baissé un peu, si vous voulez, notre consommation de radiographie pulmonaire reliée. Donc c'est parce qu'à un moment donné, on est conscient de quelque chose, et qu'on va essayer d'avancer là-dedans. On ne parlait pas encore, on parlait de réchauffement climatique quand on a fait ça. Mais c'est prendre conscience et dire à tout le monde, il faut aller là-dedans. Si les gens ne prennent pas conscience, ça va être difficile à faire. Oui, donc Juliette Dupré, Société civile. Oui, j'avais une question pour essayer de mettre en parallèle un peu et puis faire intervenir les élus présents. Le parallèle entre l'hôpital, micro-société et les élus qui ont à gérer les sociétés. Donc à l'hôpital, on a vu qu'il y avait des initiatives de terrain qui étaient faites, réduction des déchets ou radio, aluminium. Est-ce qu'il y a au niveau des directions de l'hôpital une volonté affichée par la rédaction de documents, par exemple, une charte ou un projet d'établissement qui spécifie que désormais tous les services seront encouragés à avoir cette démarche verte. Tout comme à la ville de Caen, il y a des services extérieurs qui font très attention aux pesticides. Est-ce qu'il y a une charte globale qui a été mise en place ou un règlement intérieur à la mairie? Je vais laisser parler nos élus. Et puis peut-être qu'après, merci pour la question. Ça me permet d'intervenir d'abord par rapport à ce que j'ai entendu, évidemment. C'est bien normal, on parle beaucoup du fonctionnement ici interne, vos propres pratiques quotidiennes, ce qui est fait. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Ça me semble évident que si on veut qu'il y ait une prise de conscience collective, il faut qu'effectivement on soit tous, que l'intérieur de ce système-là soit complètement informé sur ce qu'il faut faire, etc. Et je pense que nous, justement, côté collectivité ou même puissance publique de manière générale, pour dire la vérité, j'ai lu pas mal de documents de venir vous voir hier et aujourd'hui pour avoir quelques données tangibles sur ces questions-là. Et on voit bien aujourd'hui, je pense qu'un des gros enjeux, ça va être de se décentrer justement et de ne pas rester qu'à son propre mode de fonctionnement. Parce que globalement, on a des mouvements de fond. Le dérèglement climatique, de toute façon, il est aujourd'hui encore devant nous, mais même si on va pouvoir s'adapter, on sait qu'il va de toute façon avoir lieu. Il a déjà commencé, il va se poursuivre, ça ne va pas s'arrêter demain, même si on arrête tout, et de toute façon on va devoir s'adapter. Évidemment que le système de soins va devoir lui aussi faire preuve de résilience, alors c'est des mots qu'on aime bien dans ce domaine-là, ou de durabilité dans le soin. Ça me semble un peu conceptuel, mais ce qu'il faut qu'on arrive à faire, je crois, c'est aussi à avoir une vision beaucoup plus large. C'est-à-dire que je disais ce matin que la puissance publique, elle concentre 98% de ses budgets
sur le soin. C'est-à-dire vraiment sur ce dont vous parlez tout de suite, sur la prise en charge des patients, etc. 98% des budgets vont vers ça dans le système de santé. Or, je pense qu'il va falloir qu'on dézoome et qu'on change durablement, il faut dire le terme, de paradigme. Parce que il y a un mouvement démographique qui de toute façon est implacable aussi dans notre pays, qui sera d'ailleurs encore plus important en Normandie qu'à l'échelle nationale, c'est le vieillissement, qui du coup va avoir de toute façon des conséquences sur la prise en charge davantage de patients, et donc sur un impact encore plus fort sur l'environnement, puisque de fait, de toute façon, à partir du moment déjà où on agit, même si on voit bien dans toutes les actions que vous citez, on essaie de réduire l'impact déjà par l'action, il est déjà forcément négatif. Et donc je pense que un des enjeux forts, c'est dans la puissance publique, c'est de se décentrer et de considérer justement, j'en parlais tout à l'heure, l'après-midi, alors je m'excuse d'ailleurs parce que je ne peux pas être en début d'après-midi avec vous, mais ça va être de concentrer une partie des moyens de la puissance publique sur la partie davantage préventive. Parce que globalement, je disais ce matin aussi que dans la santé globale d'un individu, le soin c'est 15% de l'ensemble, et on aurait une action, nous, individuelle, sur 85% du reste. Et donc si on veut de toute façon régler ce problème de manière globale, certes toutes les actions à mettre en place au sein de l'hôpital, et donc je parlerai de celle de la ville par exemple, elles sont indispensables. Mais si on ne change pas de paradigme, de toute façon on aura beau les mettre en place, on ne trouvera pas une solution à très long terme. Et donc il va falloir nécessairement qu'on inverse ce processus, quand on parle de sobriété, effectivement il va falloir trouver de la sobriété et aller davantage sur le préventif. Si on ne met pas davantage dans la puissance publique de moyens sur ce volet-là, ce sera une course sans fin. C'est-à-dire qu'on aura beau toujours agir, on sera toujours en retard et on ne fera que diminuer l'impact, mais on ne permettra pas de changer radicalement de système. Et la partie préventive, concrètement, c'est de faire en sorte, nous, là pour le coup, je vais parler très concrètement sur la puissance publique, comment nous on peut agir, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors on peut toujours considérer que c'est jamais assez, qu'on pourrait faire plus, ça c'est sûr. On peut toujours faire plus, mais moi je crois beaucoup aussi aux situations d'équilibre. Je ne crois pas beaucoup à la brutalité de la prise de décision, parce qu'elle part ramener parfois du rejet ou des blocages. On voit bien que si on veut faire avancer, et l'expérience, ça fait maintenant 10 ans que je suis élu, quand on veut faire avancer ces questions-là, il faut les faire de manière pas douce, parce qu'il faut fixer un cap. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça, mais il faut le faire sans aller tout de suite sur le côté très réglementaire, etc. Et nous, concrètement, si on veut jouer sur ce système de prévention, si on veut inverser le paradigme, il faut qu'on mette en place les conditions pour que on puisse encore davantage végétaliser la ville. Alors même si à Caen, on sait qu'on est dans les 3 villes, on est le 3e au niveau national dans le mètre carré aux espaces verts par rapport au nombre d'habitants, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter, il faut aller plus loin, parce qu'il faut mieux respirer si on veut avoir un impact fort ensuite. Si on veut pouvoir aussi être dans le domaine de la prévention, il faut qu'on développe encore plus les moyens de mobilité douce. Alors on parle beaucoup du vélo. Moi, je trouve qu'on ignore beaucoup dans les politiques publiques la marche à pied, parce que concrètement, quand même, à l'intérieur d'une ville comme Caen, on peut faire beaucoup de choses par la marche à pied. Et on voit bien que concrètement aujourd'hui, par exemple, je sais que certaines communes étaient parties, vous savez, sur des systèmes de trottinettes électriques. C'est une aberration, parce que concrètement, les trottinettes électriques, elles remplacent 90% du temps un déplacement à pied. Elles ne remplacent pas du tout un déplacement en voiture. Elles remplacent un déplacement à pied, ce qui n'est pas du tout... Si on veut se projeter à l'échelle durable et dans un espace beaucoup plus large que les actions concrètes, un bon système. Donc il faut que nous on continue à développer ce type de mesures et ce type qui sont structurelles. C'est des gros budgets. Là on parle quand même sur, par exemple, si on parle d'aménagement doux, c'est sur 6 ans à la ville, c'est 18 millions d'euros, donc c'est pas neutre, ce sont des investissements importants. Il y a évidemment tout le système de l'alimentation. Sur la ville, on est déjà à 80% de l'alimentation soit locale, soit bio. Il faut continuer à aller plus loin, mais on a des systèmes très concrets, c'est qu'on ne peut pas... on avait essayé de développer davantage de bio, mais on ne trouve pas de production, parce qu'on fournit quand même 4000 repas par jour à nos petits écoliers cannés, écolières, pardon. Si je n'aurais pas mon français. Mais en tout cas, voilà, c'est tout un système qui est complémentaire de tout ce que vous disiez avant. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on doit agir au quotidien pour faire mieux dans tous les domaines. Il y a l'hôpital évidemment.
mais il faut aussi qu'en termes de puissance publique, on puisse élargir cette vision-là et inverser le paradigme, parce qu'on est quand même depuis plusieurs décennies dans un système justement très centré sur le soin, et qu'il faut qu'on ait aussi un système, alors on en entend beaucoup parler, hein, mais en termes de moyens, concrètement aujourd'hui, je disais justement ces analyses-là, on constate que 2% de notre budget à l'échelle nationale, je ne parle pas à Caen, hein, à l'échelle nationale sur ce domaine-là. Or si on n'inverse pas ce paradigme, pour moi c'est une course qu'on sera toujours à contre-temps, ou en tout cas en voyant le règlement qui est devant, et on courra toujours après sans essayer de faire ça. Alors, ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'autre, parce que quand on dit ça, on dit bah, c'est une incitation à ne pas bouger, à ne pas réduire l'utilisation des gens, c'est pas du tout incompatible. Donc je pense que justement, et c'est ce qui fait, à mon avis, je m'arrête là parce que sinon je pourrais en parler longtemps, mais j'ai regardé, c'est bien, on a attendu le fond, donc ça permet de réguler le temps. La complexité de cette question-là, c'est qu'elle est totalement systémique. Et donc, c'est pas un segment pris de manière isolée qui va permettre de résoudre. C'est tous ensemble, quel que soit son positionnement dans la société, et c'est ce qui rend la chose complexe. Parce qu'on voit bien, d'abord parce qu'on est quand même dans une société plutôt frileuse au changement, et donc globalement, quand on veut faire évoluer les choses, sur ce domaine-là, il faudrait, alors évidemment, c'est le domaine du sport qui me fait dire ça, mais qu'on soit pas de rugby, qu'on pense tous en même temps dans la mêlée. Et ça, c'est complexe, parce que concrètement, sur le terrain, on met en place des systèmes contradictoires. Moi, je vais prendre un exemple très simple, après j'arrête. Je vous parlais du développement des déplacements doux pour justement faciliter ça. Si vous saviez à chaque fois qu'on crée une piste cyclable, le nombre de courriers qu'on reçoit, et qu'il y a une pile comme ça, à la mairie, parce que c'est une honte, on énerve tout le monde, c'est juste cette top baltique, ce qui est complètement ridicule. Mais c'est ça la réalité du terrain. Vous pouvez la voir aussi, j'imagine qu'il va y avoir des réticences quand on veut mettre en place des changements à l'hôpital. Ça, je ne me fais pas de doute. Mais on a en permanence l'arbitrage, quand on est élu, entre des aspirations qui sont contradictoires. C'est-à-dire que vous avez toujours une partie de la population qui vous dit ça. Là, je me suis fait alpaguer le dernier match de basket, il y en a deux qui sont tombés dessus, vous faites n'importe quoi au point du débarquement avec ces pistes cyclables, qu'est-ce que c'est que ce bordel, on ne peut plus accéder à la ville. Oui, la question du report modal, c'est une question complexe, mais qui est absolument nécessaire. Parce que je pense que pour réussir, il faut avoir le cap, savoir où on veut atterrir. C'est-à-dire qu'on va avoir un nombre d'obstacles monumental et ne pas se dire que l'objectif est tellement grand qu'on n'y arrivera pas. Et effectivement, les petites choses au quotidien vont faire qu'on va s'améliorer, mais avec une vision claire. Et je pense qu'il faut, nous, la puissance publique, on inverse notre paradigme et qu'on consacre aussi. C'est toujours difficile parce qu'économiquement, quand on a 3200 milliards de dettes à l'échelle nationale, dès lors qu'on fait un changement, on crée de la dette. Donc il y a la dette écologique, mais aussi la dette économique. On en parle moins en ce moment, mais il y a un moment, ça va quand même se retourner. En tout cas, voilà. Donc, je pense que ce qui rend les choses complexes, c'est qu'il faut qu'on soit tous ensemble dans des domaines très différents, pourtant sur un sujet qui me semble combien important. Je profite qu'on a un second élu, j'allais dire élu d'élu versus élu des chances sans Je vais revenir sur la question du départ. Vous parliez d'une charte. Je crois qu'on n'est pas obligé de créer de la complexité pour avoir du bon sens, et on n'est pas obligé de créer une charte pour revenir à des choses essentielles. Quand on disait que les déchets d'activité de soins représentaient, je crois, on était à 8% d'émissions de CO2, moi, j'ai repris un petit peu les chiffres pour l'incinérateur de Colombelle du Civédac. On est à 12 tonnes par jour juste d'acier. Alors, pour revenir à ce que disait aussi Madame Le Cornier, et le docteur s'en va, on peut peut-être s'interroger sur une meilleure communication auprès des soignants, auprès des équipes, et aussi se demander est-ce que ce que je le fais avec un tout petit peu d'esprit responsable, et pas uniquement l'engagement d'aller dans l'acte de soins en disant bon, l'acte de soins passe devant, et puis derrière l'environnement, on verra son temps. Puis pour compléter, donc il y avait l'aspect élu, puis l'aspect local, ça parle de la mitraille. Directeur, c'est pour la qualité. Merci. Et donc pour répondre pour l'hôpital, effectivement, comme l'hôpital est un acteur qui est pleinement intégré dans son environnement, dans la vie, et l'établissement s'est doté depuis un projet stratégique d'un projet d'établissement dans lequel il inclut une feuille de route environnementale qui décline un certain nombre d'objectifs. Alors, il n'y a peut-être pas un objectif spécifique sur les gadolinium, mais les objectifs globaux
les actions qui peuvent être mises en place localement rejoignent les objectifs globaux et les initiatives individuelles contribuent à l'objectif global de l'établissement. Même c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est aussi l'effet d'entraînement qui est donné par l'établissement qui permet aussi de créer des initiatives qui vont contribuer aussi à une volonté globale de faire changer les choses. Alors moi j'ai une petite remarque, c'était par rapport, pas du tout pour mettre la faute sur les autres, mais par rapport au gâteau lumière, j'ai découvert quelque chose. Et je me pose la question, comme on dit que c'est quelque chose qui doit se faire de façon systémique et pas en silo et que tout le monde doit prendre sa part. En termes d'industrie qui fabrique ces seringues qui sont fournies par la pharmacie, qui sont gâchées pour une grande partie, qui finissent dans l'environnement, l'industrie ne se pose pas des questions, n'est pas confrontée, la sécurité sociale qui paye ces seringues. Je trouve que là, quand vous parlez de prévention, c'est aussi eux qui doivent prendre leur part et de se dire, en fonction du poids des patients, on mettra, ou alors est-ce que finalement ça ne devrait pas être la radiologie qui devrait avoir son stock de cadeaux et puis qui le donne. Ça n'a pas été imaginé. Moi je découvre le sujet et j'ai trouvé ça. On est un peu pareil en fait avec la nutrition artificielle et les poches de nutrition, on se dit, finalement les industriels, tant qu'ils ne sont pas tellement confrontés à la problématique, c'est comme ça, on n'a pas les études, les bidonneries, les machins, les trucs, j'avais vu un topo là-dessus. S'ils ne sont pas confrontés à leurs responsabilités, en fait, ils laissent le temps couler, quoi. Je vais passer la parole à un membre de l'équipe d'IRM. C'est vrai que pour la nutrition, je pense aussi à ça, on a besoin d'être des poches qu'on évolue, parfois qui ne sont pas très adaptées, et en fait, on est médecin, on parle d'informatisation, on ne le voit pas tout de suite, et il faut quelques temps pour qu'on le dise. En fait, on jette. Oui, donc pour répondre à la question, en fait on a déjà un stock de gadolinium dans notre service. On a plusieurs types de quantités de seringues, du 5, 10, 15, 20 millilitres. Et souvent évidemment on a déjà un stock de gadolinium dans notre service. Et c'est vrai que souvent les officines donnent aux patients les seringues de 20 millilitres les plus grandes aux patients. Mais nous on est bienveillants et on adapte la seringue. Donc on va prendre, bien évidemment, on essaye de prendre la même marque, on va prendre du Clarescan pour du Clarescan, pour parler de termes un peu techniques, et on va adapter le poids aux patients, et donc du coup la seringue elle est elle aussi recyclée au final, et le gadolinium est lui aussi non perdu. Donc les pharmaciens ont passé de connaissance de la posologie du médicament forcément, et c'est à nous d'être bienveillants derrière. C'est ce qu'on fait, et il faut savoir qu'à partir de mars, du coup, il est prévu, il y a une loi qui est passée comme quoi les patients ramènent leur gadolinium et c'est exclusivement nous qui leur fournirons, et ça sera encore plus adapté à la demande du patient. Je me permets de compléter la réponse. En fait, il y a effectivement un énorme travail à faire avec l'industrie, mais pas, là c'est l'exemple du gâteau, mais en fait c'est pour tout les thérapeutiques, notamment pour tout ce qui est fabrication, relocalisation, et deux, il y a tout le packaging. Donc par exemple, le gâteau, alors ça je parle sous contrôle parce que je fais moyennement, mais je sais que l'IOD c'est sous des gros flaconnages, et donc c'est un flacon qui fait plusieurs malades, ce qui permet de terminer ce flacon et de pas faire de gâchis. Et ben c'est par exemple parce que le gâteau ça peut être aussi un gros flaconnage qu'on pourra utiliser pour plusieurs malades dans la journée et éviter. Et en fait toute la question du packaging, c'est effectivement une question qu'on doit poser et dont les industriels et les laboratoires pharmaceutiques doivent s'emparer. Notamment, nous en médecine de ville, par exemple, quand on va chercher notre boîte de médicaments, on a 12 boîtes avec des tonnes de trucs dedans, alors qu'en fait, si on avait un système on a juste le nombre de comprimés pour le nombre de traitements, ça c'est de la logique, et en fait, c'est quasiment tout ce qu'on fait déjà dans les types de réflexion et de changement, quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un des pans en tout cas d'action de travailler avec les industriels. Pour finir là-dessus, c'est vrai qu'on a aussi pas mal de patients qui arrivent avec le gros kit de gadolinium, avec la plus grosse seringue, et à l'intérieur on a aussi le cathéter, la tubulure, et ça on n'en a pas forcément besoin parce que nous on a notre matériel à nous, et puis la pharmacie des fois le fournit, et puis on l'utilise quand même, mais c'est pas forcément nécessaire, on prescrit uniquement que le médicament, on n'a pas besoin d'avoir le matériel médical à côté. Donc ça, travail industriel à Je voudrais juste ajouter une petite chose sur ce que je disais tout à l'heure sur le bon sens. Je ne suis pas manip radio, ça n'a échappé à personne. Néanmoins,
si en faisant quelques recherches, le gadolinium, j'ai cru comprendre que vous aviez 15% qui étaient retraités sur un site en Charente-Maritime. Le bon sens ne doit peut-être pas nous excluer de se dire, bah tiens, on a refourgué, pardon pour l'expression, mais la patate chaude, en se disant, on a envoyé dans un circuit de recyclage notre gadolinium. La Charente-Maritime, au plus près de Caen, on est à 450 km. L'Institut Gustave Roussy est à 220. Est-ce que derrière une bonne intention de retraiter 15% de notre gadolinium, on n'est pas en train de créer une autre forme de pollution en mettant sur les routes, voilà. Donc peut-être qu'il faut aussi réfléchir à se dire, c'est un vrai choix d'établissement et ça peut impacter la dépense de l'hôpital, de dire bah oui, ça va être un petit peu plus près, on va avoir un impact environnemental beaucoup moins important, mais ça aura un coût. Oui, moi je voulais revenir juste sur deux petits points. D'abord, je trouve très préoccupant le nombre de maladies d'origine environnementale. Je songe notamment à la question de l'absence de fertilité des hommes et le développement colossal qu'il doit y avoir de la procréation médicalement assistée, donc avec tout ce que ça veut dire derrière. Les dossiers quand même très très lourds, de se dire que beaucoup d'hommes, 30% des hommes actuellement, sont infertiles à cause des jeunes hommes, sont infertiles à cause de la pollution. Ils viennent dans ce cas-là dans les sécos, et évidemment, dans les sécos même, on fait des interventions qui sont très très lourdes pour parvenir à faire des fécondations in vitro. Donc il serait évidemment très intéressant dans le domaine de la santé de pouvoir mettre bout à bout toutes les maladies d'origine environnementale, et on songe bien sûr aussi au cancer, pour savoir finalement combien tout ça coûte au niveau pollution. Et donc la question, elle est quand même de se dire, tout ce que vous faites, et c'est formidable qu'il y ait beaucoup de choses de fait pour lutter contre les excès de pollution. Tout ce que vous faites, est-ce que c'est déjà important, mais est-ce que c'est pas très peu en comparaison de tous ces problèmes qui vous arrivent au niveau de la santé? Ça, c'est un premier point d'interrogation pour quelqu'un qui est de l'extérieur, de se dire c'est tellement vertigineux le nombre le nombre de problèmes de santé d'origine environnementale. Et le deuxième, juste, je voulais quand même revenir à propos d'Internet, puisque je ne sais pas si vous avez vu les émissions d'Hugo Clément sur la 5, et moi j'en suis assez fan. Je trouve que c'est un journaliste qui fait des films tout à fait passionnants pour expliquer les problèmes environnementaux. Et à propos de l'informatique, des téléphones, de tout ce qu'on conserve comme document, moi je croyais très naïvement, comme tout le monde, que quand on me disait qu'on mettait ça dans un cloud, et moi je levais la tête au ciel, je me disais oh bon, c'est là-haut. Oui. Non, c'est pas du tout là-haut, c'est dans des boîtes énormes qu'il y a dans le sol, qui sont colossales. Et de plus en plus, on est obligé de créer des espaces absolument considérables pour pouvoir effectivement résoudre le problème de conservation de tous ces documents, de toutes ces photos, de tout ce qu'on prend. Et d'après ce qui m'a été expliqué, c'est un des gros problèmes de l'avenir au niveau de la pollution. Et donc, il me paraîtrait très judicieux qu'effectivement, dans les hôpitaux aussi, on s'interroge sur ce que veut dire l'utilisation massive de l'Internet, dans le sens où tu l'as préconisé, mais aussi dans le sens d'un calcul du volume au niveau Internet que représente la conservation de d'autant que beaucoup de données sont tout à fait futiles, n'ont un intérêt que dans un instant très limité. Conserver une numération normale pendant plus de 10 ans, ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, c'est le chemin pris en termes de consommation d'électricité, d'occupation des sols, de production de chaleur. Là, il y a vraiment une réflexion. Je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis de l'intelligence artificielle, qui aussi est pourvoyeur de consommation astronomique d'énergie, parce que ça va prendre sur plein de réseaux, etc., toutes les informations. On sait que certains l'utilisent juste pour écrire juste une lettre pour résilier je sais quel abonnement ou autre. C'est alors je vais réfléchir 30 secondes pour juste écrire un courrier. Actuellement, l'intelligence artificielle, ça fait extrêmement peur parce que c'est vraiment utilisé pour n'importe quoi.
Et ça consomme Ça consomme énormément. Et là, c'est vraiment, moi, dans la mobilisation que j'ai pu avoir, j'ai enfin compris que c'était le gros problème, un des grands problèmes d'avenir au niveau de la pollution. Donc vous êtes des services publics très consommateurs de ça. Donc si des commissions pouvaient se créer pour arriver à réfléchir à cette question, ce serait bien. La quantité de mails qui sont sauvegardés, on retransmet des informations qui sont retransmises, voilà. et qui ne sont jamais supprimées. Alors, bonjour. Je voulais réagir sur les différents thèmes. En tout cas, moi, sur l'informatisation, ma conviction, c'est, comme souvent, c'est une question d'usage, c'est le bon usage. Voilà. On peut tout faire. On peut faire un truc formidable, comme il peut faire quelque chose de terriblement inefficace et consommateur. Donc là, à part la sensibilisation et la prise en... notamment par la réflexion éthique ou d'autres types de réflexion, on doit pouvoir réussir on a du boulot sur le plan de l'éducation. Bon, en tout cas, par exemple, un exemple concret, à l'hôpital, on pourrait très bien imaginer que les systèmes d'information donnent directement l'information du poids carbone des médicaments prescrits aux médecins. Ça serait intéressant, c'est un développement qui permettrait l'informatisation. Ce que ne permettrait pas forcément l'ancien mode de prescription. J'ai une autre suggestion pour l'hôpital, sur la mobilité. Je vous rejoins, monsieur Lélu, le grand oublié du forfait mobilité durable dans les établissements ont l'obligation de verser ne concerne pas le piéton qui fait l'effort de venir sans sa voiture et sans utiliser les transports en commun. Donc les transports en commun sont très bien financés. La voiture est subventionnée, comme vous le savez, et après, voilà, on subventionne les trottinettes électriques. Et c'est vrai qu'il y a un grand oublié, c'est le piéton. Le piéton qui fait l'effort de, encore une fois, pas emboliser les rues, pas emboliser les parkings hospitaliers qui sont, on le sait, tous sur les catastrophes. Donc là, il y aurait un vrai sujet, je pense, très concret pour l'hôpital. Donc les volets de transition écologique sont obligatoires dans le projet d'établissement. Donc forcément, c'est là le lieu de combat pour ceux qui veulent porter le milieu écologique dans l'hôpital. C'est d'investir le projet de l'établissement et de demander des objectifs à ces directions. Donc pour la petite histoire, à Visio, on a décidé d'inscrire 25% d'empreinte carbone en moins en 4 ans. C'est très ambitieux. Et on est souvent regardé avec des grands yeux. Pourquoi vous avez mis un objectif? Oui, on a mis un objectif, parce que ne pas en mettre, c'est faire du blabla. Donc ça va être très dur à tenir, c'est une grosse barre, on n'est pas du tout sûr d'y arriver, mais on sait qu'on agit beaucoup plus. Ça, c'est pour ces objectifs. Alors du coup, on travaille avec la FHF. Donc notre idée était un peu reprise pour trouver que le PRS était un petit peu, le plan de projet régional de santé était certes très intéressant, très bien écrit, mais manquait un peu d'objectifs. Donc sachez que la FHF est en train, alors pour le coup, d'écrire une charte, et non pas pour faire un bout de papier inutile, mais pour fixer les objectifs, et on va proposer à l'ensemble des établissements normands de la signer, et c'est pas gagné. Puisqu'il va falloir s'engager sur un objectif et que effectivement ça c'est le nerf de la guerre. Voilà. Alors je voulais juste finir sur une question éthique. Moi la question que je me pose quand on écrit un projet d'éco-soin, le réflexe en tant que directeur c'est qu'on va écrire. Oui, alors c'est à quantité d'activité légale, réussir à avoir une éco-conception des soins qui a moins d'impact sur l'environnement, et à qualité et gestion des risques égale. Et finalement, quand je vois toutes les questions qu'on a affrontées sur l'usabilité, par exemple, sur la prescription, c'est est-ce que, la question que je vous pose aux quatre, alors le juriste, le médecin, le soignant, l'élu, est-ce que à votre avis, on doit pas réinterroger notre politique de gestion des risques dans les établissements pour affronter la question de la transition écologique. Concernant la forfait mobilité durable, il disparaît au CHU quand déjà.
le forfait mobilité durable de CHU s'arrête. Le financement. Il va durer 3 ans. Avant que Madame Gourdieu prenne la parole, je ne sais pas si quelqu'un voulait rebondir sur cette question. C'est une question éthique, peut-être philosophique. Je vais vite faire la transition pour qu'on tienne les délais. On va conclure cette table ronde. Je vous remercie donc pour vos échanges. Je remercie les intervenants sur cette table ronde qui se sont prêtés au jeu. Et puis, je propose de terminer par le regard de Mylène Gourdieu, qui est philosophe de formation, formatrice à l'espace régional éthique normand. Et voilà, donc il y a carte blanche pour conclure cette journée. Je te remercie Clément d'avoir apporté cette année encore avec le grand chemin de cette journée. Une journée que je trouve particulièrement passionnante parce que c'est aussi beaucoup de gens qui s'expriment. Voilà, et que en éthique, vous savez, je fais mon réglementaire, c'est souvent un peu les cheveux blancs. Donc avec un dynamisme, une volonté vraiment dans la démarche écologique qui est assez appréciable et encourageante, même si parfois un peu vertigineuse. Je voulais finir simplement sur cette diapositive parce qu'en éthique, il se trouve qu'avec le Comité consultatif national d'éthique, nous travaillons en ce moment sur un concept qui nous est cher et qui va sûrement se développer beaucoup, qui est directement issu en fait de la crise Covid. On appelle le concept One Health, dont c'est déjà saisi pas mal, se sont saisis pas mal d'ARS, je crois. One Health, pourquoi ? Pour montrer qu'effectivement, tous les systèmes sont codépendants. Il n'existe pas une santé, mais il existe des organismes vivants, des écosystèmes qui sont interconnectés. Les santé humaines, animales, végétales, et la santé de l'environnement dépendent les uns des autres. La protection de l'une passe nécessairement par la protection de l'autre. Cette idée-là, aujourd'hui, elle a beaucoup de force, puisque, comme disait Annick, il y a beaucoup de maladies zoonoses, merci, je suis philosophe. Et la pandémie a bien montré qu'effectivement, on allait très certainement voir de plus en plus ce genre de situation se reproduire, ce qui invite à un nouveau dynamisme de protection, notamment de l'environnement. Je trouve que la crise Covid, elle aura eu beaucoup d'effets négatifs, mais elle aura au moins eu aussi l'effet positif de nous faire réagir par rapport à la protection de l'environnement. Je trouve que depuis, beaucoup de choses ont changé et que notamment les citoyens se sont saisis de cette question de protection de l'environnement, je dirais à tous les niveaux. Le concept One Health, c'est aussi l'idée d'élargir et d'organiser les actions de chacun dans une logique multisectorielle, comme nous l'avons vu, et interdisciplinaire, puisque finalement, alors, la diapositive c'est juste pour illustrer mon propos, mais nous l'avons vu aujourd'hui, ça se passe finalement au niveau également le plus local, un établissement, voilà, comme au niveau mondial, avec notamment toutes les recommandations de l'OMS en ce qui concerne la santé, et notamment la santé de l'environnement, pour la protection de la santé des êtres humains. Donc aujourd'hui, on a eu, je trouve, une bonne illustration de tous ces efforts qui sont faits à petite échelle, mais qui font écho à une échelle absolument monumentale, et qui sont finalement mis bout à bout, qui seront la seule condition, et vous l'expliquez très bien, pour réussir à avancer dans le bon sens. Donc voilà, en termes d'épilogue, je voulais vous parler du concept de One Health, qu'on entendra sûrement beaucoup ces prochaines années. Merci beaucoup.